それでは、もう時間となっておりますので、午後の2つ目のセッションを開始させていただきます。Mesdames et Messieurs, nous reprenons maintenant la deuxième session de l'après-midi. Monsieur Fukizawa du secrétariat a le plaisir de continuer à modérer la conférence. La session est intitulée Les efforts pour la gestion des déchets en Afrique en vue de la TICAD 9. La session sera animée par Madame Izumi Tsuchihata du groupe de gestion de l'environnement et de réponse au changement climatique, Madame Yumi Kimura, chef de service dans le département de l'environnement mondial de JICA. Maintenant, Madame Tsuchida, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, dans la perspective de TICAD 9 qui se tiendra à Yokohama de 20 au 22 août de cette année, cette session porte sur la coopération de la JICA en Afrique ainsi que sur la gestion des déchets en Afrique. Elle présentera les initiatives et les études de cas des organisations internationales ainsi que les activités de la plateforme africaine des villes propres ACCP, examinera en détail les défis liés à l'amélioration de la gestion des déchets. Nous accueillons le premier intervenant, M. Naoki Mine, responsable de la planification de la promotion de la TICAD, département l'Afrique de la JICA, qui parle là de la TICAD nous et de la coopération de la JICA avec l'Afrique. Monsieur Minet, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Minet, je fais partie de Développement Afrique. Dans notre session, nous allons parler des activités de la JICA et la situation en Afrique et sur la TICAD. Il s'agit d'un séminaire sur l'environnement, mais comme cette session est plutôt concentré sur, met l'accent sur l'Afrique. J'espère que vous l'avez un peu changé votre mentalité pour que vous soyez tous à la mode africaine. Bien. Tout d'abord, ma présentation concerne l'aperçu de la JICAD et les approches de la TICAD et de la JICA en Afrique. Voilà, un aperçu de notre organisation, vous le connaissez peut-être. Il y a le bureau central juste à côté ici, donc le siège de la JICA à Tokyo, avec 15 bureaux nationaux de Hokkaido à Okinawa, avec 96 bureaux à l'étranger, et nous travaillons sur 139 pays pour déployer nos activités l'APD. Et s'il s'agit de Fukuoka, il s'agira de l'environnement, et s'il s'agit de Fukuoka, ce sera vraiment pour mettre en valeur les points forts de la région. Le schéma de la JICA pour mettre en œuvre la coopération, nous avons donc la coopération technique, coopération en matière de financement, soit après APD ou des dons. Et avec ces financements, nous travaillons pour l'aménagement de l'infrastructure, les hôpitaux, les routes. Et en outre, nous avons aussi une activité de volontariat et quand il y a des sinistres naturels, nous pouvons aussi envoyer des groupes de secours d'urgence. L'ampleur de nos opérations à gauche, c'est Afrique, vous voyez donc Asie, Afrique, Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Pour l'Asie du Sud, nous avons 987 milliards pour 8 pays. Il ne s'agit pas d'un chiffre cumulé, il s'agit de chiffres réels de l'année 2023.
lorsque nous présentons ces chiffres, surtout nos amis africains nous disent mais comment ça se fait qu'avec 8 pays de l'Asie du Sud-Est peuvent bénéficier de 987 milliards, alors qu'en Afrique, avec 54 ou 64 pays, le montant est seulement de 182 milliards. C'est une question qui m'est souvent posée, mais seulement il y a des relations historiques particulières entre l'Asie et le Japon, et il y a aussi la politique du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de cette région. Et pour cette région d'Asie, il y a beaucoup de prêts concessionnels. C'est pourquoi le montant est est assez gonflé. Et nous sommes bien conscients qu'il y a des besoins énormes sur le sol africain. Donc, nous voulons bien apporter des aides telles que les prêts en yens, tout en vérifiant la durabilité et de la dette des gouvernements africains. Alors, l'Afrique, il y a donc 86 bureaux étrangers dans 31 pays. Nous avons donc 31 bureaux en Afrique qui couvrent la totalité du continent africain, 54 pays et régions au total. Alors, la TICAD, qui a commencé en 1993, c'est une conférence internationale qui a déjà 30 ans d'histoire. Il s'agit d'un système de co-organisation. Il y a le gouvernement japonais, l'ONU, le PNUD de la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Voici donc les co-organisateurs. Donc l'AJICA ne fait pas partie des co-organisateurs. Des conférences internationales pour renforcer le partenariat international, même si aujourd'hui nous savons qu'il y a FOCAP ou bien d'autres conférences de l'Union européenne et autres, mais la TICAD du gouvernement japonais est la plus ancienne. Et récemment, en 2024, la TICAD a été organisée en Tunisie et cette année, en août prochain, c'est la ville de Yokohama qui accueillera cette conférence. Qu'est-ce que la TICAD fait pour la TICAD? Premièrement, c'est de lancer les différentes initiatives. Deuxièmement, c'est d'organiser des événements parallèles attrayants. Et troisièmement, comme les chefs d'État vont venir à Yokohama, nous allons organiser des entretiens bilatéraux. Et nous voulons également renforcer la communication pour faire mieux connaître le continent africain. Et notamment pour cette TICAD 9, étant donné que c'est une TICAD organisée au Japon depuis 6 ans. Donc nous mettons beaucoup d'accent sur la communication vis-à-vis des Japonais. Avant la TICAD 9, a eu déjà la réunion ministérielle de TICAD et pour la TICAD 9, 2 thèmes sont mis en valeur. Les 3 thèmes, co-création, jeunesse et start-up. Donc, la JICA veut bien valoriser ces mots-clés dans tous les secteurs pour être en phase avec la TICAD. Alors, quelles sont les initiatives que nous avons déjà mis en œuvre sur le continent africain? Je ne peux pas tout vous présenter parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais peut-être vous représenter quelques-uns. À gauche, en haut, vous pouvez lire CARD, Coalition pour le développement du riz en Afrique. Il s'agit d'un projet qui envisage à doubler la production de riz. C'est une initiative qui a été lancée en 2008, qui a duré jusqu'à 2019, et nous avons effectivement réalisé le développement de la production du riz. Et alors,
En haut, vous voyez OSBP, il s'agit de guichet unique transfrontalière. Donc, on essaye de centraliser les différents services à la frontière qui permet de raccourcir le temps de dédouanement que nous avons mis en place en 14 pays. Et une autre initiative assez connue, l'initiative AB, concernant les bourses. Nos amis africains peuvent venir au Japon pour étudier et obtenir les diplômes de master ou sinon faire des stages à l'interne dans les entreprises japonaises dans le cadre de cette initiative AB. Alors, sur les projets d'infrastructure, nous travaillons beaucoup pour le développement des corridors. Parfois, nous pouvons travailler uniquement pour la construction d'apports, construire les routes, mais avec ce concept de corridor, nous voulons développer de manière linéaire ou de manière territoriale. S'il s'agit des ports, nous pouvons donc approfondir, augmenter la profondeur de la baie pour accueillir des navires plus importants. Il ne s'agira pas d'un projet isolé. Il faut que ce projet soit relié à d'autres projets tels que le développement des routes ou modernisation des points, ou également apporter un soutien pour le développement des industries dans les zones côtières. Donc, c'est un projet, le projet Corridor concerne donc un développement en surface, enfin sur un territoire limité. Ensuite, passons donc au développement social. Au milieu, dans la colonne au milieu, vous voyez au milieu l'école pour tous. En matière de l'éducation, l'AGK travaille pas mal sur l'école pour tous et bien sûr, il y a d'autres projets sur l'eau. Mais en bas à droite, donc, c'est vraiment le sujet de notre séminaire, la gestion environnementale dans ce domaine. Donc, nous travaillons pour la plateforme africaine des villes propres, la CCP. Alors, certes, les villes africaines vont voir leur population croître et en même temps, les gouvernements africains ont certainement beaucoup de choses à faire. Surtout, ne peuvent pas toujours faire face au problème de la gestion des déchets. Et donc, la JICA considère que c'est un domaine important pour nos activités. Et nous avons essayé d'apporter notre soutien. Ensuite, dans le domaine de la paix, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, économie, société et paix, ce sont nos trois piliers pour concevoir le développement. La paix et la stabilité sont donc importants, non seulement aménager les routes, construire les écoles, apporter un soutien à l'éducation. Tout cela ne suffit pas. Nous travaillons également dans ce domaine de la paix et de la stabilité. S'il n'y a pas de paix dans le paix, les enfants ne pourront pas aller à l'école, les entreprises privées ne pourront pas investir. Donc, un travail pour établir la paix est aussi important pour la JICA. En haut, vous avez donc Ouganda. En haut, mais à droite, au milieu, Ouganda, il y a donc des communautés qui accueillent les réfugiés dans le nord de l'Ouganda. Donc, nous voulons apporter un soutien à cet accueil en Ouganda et en bas à gauche, au Soudan du Sud. Tout dernièrement, nous avons, le pont de la liberté sur le Nil à Juba a été achevé et non seulement on travaille pour ce type de projet, mais nous travaillons aussi, comme le montre la photo à droite, nous apportons un soutien aux activités sportives, par exemple. Et nous travaillons également pour le renforcement des capacités des gouvernements locaux ou également nous faisons des formations des agents de police. Jusqu'ici, nous avons beaucoup travaillé et présenté les projets bilatéraux
Mais ces derniers temps, nous travaillons davantage avec les organisations internationales concernant le continent, l'Afrique, pour lancer des projets de grande envergure. Par exemple, l'AUDA-NEPAD, c'est un grand partenaire. L'AUDA-NEPAD a son siège en Afrique du Sud. Et en 2013, nous avons donc conclu un protocole d'accord et nous promouvons une coopération de l'intégration territoriale, sécurité alimentaire ou également une recherche en matière de recherche scientifique, entre autres. Pour terminer, en ce qui concerne notre coopération avec l'AUDA-NEPAD, nous n'avons que 5 secteurs, mais nous voulons accroître le nombre de secteurs en prévision de la TICAD 9 et pour la CCP, nous voulons également travailler, nous avons l'intention de travailler en partenariat avec l'AUDA-NEPAD. J'ai prévu une vidéo de 3 minutes, donc je vous laisse visionner ce film court. Je crois que la traduction est sous-titrée. The partnership between Africa and Japan stands as a powerful example of successful collaboration and mutual development. It all started in 1993 with the Tokyo International Conference on African Development, TICAD, which has since then become a symbol of our shared commitment to a more prosperous and interconnected world. JICA's partnership has been instrumental in supporting AUDA-NEPAD's mandate as the premier development agency of the continent to implement and achieve the goals and targets of Africa's Agenda 2063. Together, we have made significant strides across a number of thematic areas. In particular, we have been working in the field of infrastructure through the Program for Infrastructure Development in Africa, or PIDA. The development of infrastructure has been significantly influenced by regional corridors, such as the Northern Corridor, Nacala Corridor, and West Africa Growth Ring, alongside the enhancement of one-stop border posts to boost intra-African trade. In addition, the Africa Kaizen Initiative was launched in 2017 to boost industrialization through the application of best practices from Japan. It has improved performance at over 18,000 enterprises in 27 countries throughout Africa. Another key focus has been on food and nutrition. Through the Initiative for Food and Nutrition Security in Africa, or IFNA, AUDA, NEPAD, and JICA have integrated nutrition into national policies in the hopes of benefiting over 200 million children. In the health sector, JICA and AUDA-NEPAD have worked together since 2020 to address various health challenges through the Homegrown Solutions Accelerator. The partnership between AUDA-NEPAD and JICA is highly commendable and has contributed to the transformation of Africa, reflecting our shared commitment to a prosperous future for all. The next decade of Africa's Agenda 2063 will be implemented based on not only these successes, but also the other lessons learned, with the aim of accelerating progress towards realizing the Africa we want.
Oui, c'est la dernière slide. Je répète, la TICAD 9 sera tenue entre le 20 et 22 août 2025 à Yokohama. La JICA a préparé 30 événements pareils. J'espère que je pourrai vous revoir à ce moment-là à Yokohama. Merci. Merci pour cette présentation sur la TICAD et sur les autres éléments. Nous allons donc passer à la prochaine présentation. Mais avant cela, nous souhaiterions prendre des questions. Si vous avez des questions, levez la main et le secrétariat vous apportera une feuille. Vous pouvez noter la question et à la fin, nous prendrons le temps de la séance de questions-réponses si nous avons le temps. Donc, nous allons donc passer à notre deuxième présentation de l'UN Habitat. Et ce sera Shiro Jinno qui va nous parler des difficultés de la gestion des déchets en Afrique. Madame Jinno, vous avez la parole. Hi, thank you very much, Tsuchihata-san. Merci beaucoup, Madame Tsuchihata. Vous m'entendez? Parfait. Let me share my screen. Alors, je vais partager mon écran. Can you see my screen? J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Good, thank you. Parfait. Okay, great. Thank you so much. Donc, merci. Good morning or good Bonjour, afternoon. bon après-midi à tous et à toutes. Je m'appelle Shiro de UN Habitat. Je travaille au secrétariat Afrique, ville propre. Et je souhaiterais donc vous parler des difficultés de la gestion des déchets et de la feuille de route pour l'Afrique. Vous pouvez donc voir la structure de la gouvernance de la plateforme Ville propre Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, laissez-moi vous la présenter. Donc, la plateforme Ville propre Afrique dispose de deux structures de gouvernance. Donc, tout d'abord, l'Assemblée de la CCP. Donc, nous organisons cette assemblée une fois tous les 3 ans en conjonction avec la TICAD. Donc, la prochaine assemblée aura lieu en août de cette année, au moment de la TICAD 9. Et tous les pays membres seront invités et feront un bilan sur les 3 dernières années. Et nous parlerons et nous déciderons des orientations pour les 3 prochaines années. Nous avons également un comité de pilotage donc, qui est organisé de façon mensuelle avec nos partenariats, le ministère de l'Environnement japonais, la JICA, UN Habitat et la ville de Yokohama. Pour le moment, c'est UN Habitat qui accueille le secrétariat et nous allons avoir un nouveau membre. Nous avons également une catégorie membres associés de la CCP. Il s'agit de bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, d'institutions régionales en Afrique, d'ONG ou d'autres acteurs du secteur de la gestion des déchets. Et ces membres donc forment l'ensemble des décideurs donc de la plateforme et nous disposons de 196 villes qui font partie du programme sur de très nombreux continents. Qu'en est-il des outils de gestion des villes en termes de gestion intelligente des déchets? Eh bien, nous avons développé un kit d'outils sur les villes intelligentes en termes de gestion de déchets. Cette méthodologie est basée sur les indicateurs des ODD 11.6.1 qui traitent donc des proportions des déchets solides municipaux collectés et gérés dans les établissements contrôlés
hors des déchets solides totaux municipaux. Vous pouvez donc identifier avec ces outils un certain nombre d'acteurs de la chaîne, puis vous avez un certain nombre de méthodologies que vous pouvez utiliser au niveau du compostage, au niveau du transport, au niveau du recyclage, etc. Et ces données sont collectées et peuvent être utilisées par la ville pour utiliser au mieux les ressources disponibles. Donc nous sommes basés sur cette ODD 11.6.1 et nous avons analysé les données, puis ensuite nous avons consulté les parties prenantes au niveau local et les parties prenantes impliquent les collecteurs de déchets, les autorités municipales, parfois le ministère de l'Environnement. Ensuite, nous amenons ces ressources aux membres de l'association de la CCP pour consultation, puis nous co-développons tous ensemble un projet et enfin, nous l'appliquons sur le terrain. Vous pouvez donc voir ici maintenant le flux de travail d'un projet, le flux de progression d'un projet. Donc, nous avons donc une ville ici, Mombasa, où nous avons 1,2 million d'habitants. Et nous avons 708 tonnes de déchets générés par jour. Et il y en a 371 qui vont à la décharge. Et il y en a qui sont récupérés par des usines de recyclage. Et au total, nous avons 36 tonnes de déchets récupérés par jour à Mombasa. Et ces institutions, donc ces équipements de récupération, sont labellisés officiellement et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des données claires sur ces tonnes, ces 36 tonnes donc récupérées. Cependant, les décharges ne sont pas labellisées, elles, et donc nous avons 363 tonnes par jour qui sont mis en décharge, mais 0 tonnes sont contrôlées ou labellisées. Il y a en fait 56% des décharges qui sont collectées, mais seuls 5% de ce total est labellisé ODD 11.6.1, car il n'y a que 5% qui sont labellisés à travers un système de contrôle dans des équipements dédiés. Et donc, il est important de mettre en place un système pour changer cette situation, puisque ces décharges non contrôlées sont souvent à ciel ouvert, ce qui est une mauvaise situation. Vous pouvez trouver ici, donc, pareil, un déroulé des flux de déchets sur Mombasa, donc 19 000 tonnes par an de plastique, de déchets plastiques générés. Et nous avons donc 48% qui ne sont pas collectés, 51% qui ne sont pas contrôlés comme il faut. Et donc, il y a également, à différents niveaux, que vous pouvez voir sur les flèches rouges, des fuites. Au total, 52% du total des déchets plastiques finissent par polluer sous une forme ou sous une autre l'environnement. Et parmi ces 52%, 20% vont directement dans le système fluvial ou le système marin. Donc, les fuites de plastique, de déchets plastiques vers les eaux est très important. Cela veut dire que chaque jour, vous avez donc plusieurs centaines de tonnes qui passent dans les eaux de la ville
que ce soit des fleuves ou que ce soit les nappes phréatiques. Quels sont donc nos leviers d'action et les investissements possibles? Eh bien, nous avons donc travaillé avec la collectivité locale de Mombasa, qui a commencé à mettre en place un registre et un système de permis pour les collecteurs de déchets. Nous avions donc ensuite, la collectivité a ensuite créé une législation en 2021 pour gérer les déchets solides avec l'aide de la Banque d'investissement de l'Union européenne. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Ensuite, il y a eu un soutien de WWF et de la Fondation Coca-Cola pour construire des équipements de récupération et de recyclage dans la zone de Likoni. Maintenant, je vous présente un nouveau déroulé de flux de déchets dans la ville de Lagos en 2021. Vous pouvez voir ici, je ne vais pas rentrer dans le détail comme tout à l'heure, mais au Nigeria, à Lagos, donc 48% des déchets sont collectés. Cependant, seuls 8% des déchets sont labellisés ODD 11.6.1. Ici, vous avez donc le déroulé du diagramme de flux pour les plastiques. Au total, nous avons 65% des déchets générés à Mombasa ou à Lagos plutôt, qui finit par polluer l'environnement. Ce qui veut dire qu'au total, nous avons 34 kilos de déchets par tête d'habitants et par an finissent dans les eaux fluviales ou phréatiques. Et c'est beaucoup, bien sûr. Sur la base de nos données, donc Lagos a mis en place un plan d'action qui a été officiellement lancé en janvier 2024. Nous avons fourni des recommandations à la ville de Lagos, notamment à l'autorité de gestion des déchets, pour renforcer leur capacité de gestion, notamment en termes de prestations de services dans différentes zones. Nous leur avons fourni également des indicateurs clés de performance, des KPI qu'ils peuvent utiliser pour suivre ces activités. Voici donc une estimation globale des indicateurs ODD 11.6.1 et de leur suivi. Donc en 2018, au niveau total, nous avons généré dans le monde 2,4 milliards de tonnes de déchets. Et ici, dans la zone subsaharienne, vous avez en vert donc la collecte de déchets et en bleu ceux qui sont gérés en équipements labellisés. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 19% des déchets sont collectés et parmi ceux-ci, 50% sont gérés dans des équipements dédiés. Ça veut dire que dans la zone Afrique subsaharienne, plus de 80% des déchets sont mal gérés, ou ils ne sont pas gérés du tout, ou ils sont pas collectés du tout, ou ils sont gérés dans des équipements qui ne sont pas labellisés. Vous avez sur cette diapo une analyse des écarts dans le financement de la collecte des déchets dans un certain nombre de villes. Sur cette colonne, vous avez donc le nombre de la quantité d'argent dépensée par tonne pour collecter. Et là, à droite, vous avez combien quel est le montant par tonne généré. En moyenne, vous avez 26 $ utilisés pour collecter une tonne de déchets et on dépense 18 $ pour gérer
chaque tonne également. And the World Bank's Water Waste 2.0 provides a typical cost of collection, Et la transfer, Banque and control mondiale of disposal. a fourni un certain nombre d'indicateurs pour la collecte et la gestion des déchets, incluant également des indicateurs en fonction des revenus par pays. Et on indique qu'il y a des montants minimaux qui sont supérieurs à ceux qui sont inscrits ici. Donc, il faut doubler au moins les montants de US dollars utilisés par tonne collectée et par tonne générée en termes de gestion à l'avenir ou rendre plus efficients les systèmes actuels. Donc, la plateforme ACCP met au cœur de son approche le financement durable de la gestion des déchets. Et ce sera l'ordre du jour principal de notre Assemblée au mois d'août. Et nous souhaitons vraiment travailler sur ces écarts et sur la façon dont nous pouvons les combler, comment encourager les parties prenantes à travailler sur des solutions techniques ou financières, notamment à travers des mécanismes de financement dédiés par la ville, de façon à ce que ces flux soient socialement et environnementalement responsables. Et je terminerai ainsi ma présentation. Merci. Merci beaucoup, donc Madame Junot, qui a présenté le sujet de ACCP, également la nécessité de mener des actions de manière stratégique. Merci beaucoup, Madame Junot. Donc, nous allons accueillir la dernière intervenante de la première partie de cette session, Madame Joyce Kleu, experte de l'économie circulaire de déchets de la Banque européenne d'investissement, qui va donner une étude de cas sur initiative Clean Océan de la BEI. Ça va, ça fait long quand même les deux. Type d'affiche, excusez-moi. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Joyce Kleu. Donc, je me charge de l'initiative de Clean Ocean, initiative d'océan propre de la BEI, notamment dans la région subsaharienne de l'Afrique. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter nos expériences et je vais parler de mode de financement parce que nous sommes la banque d'investissement. Donc, comment établir la circularité de l'économie avec nos financements? Et aujourd'hui, je voudrais partager certains sujets, notamment en ce qui concerne l'initiative de Code Clean Ocean, abrégé COPIP, COPIP. C'est un programme spécifique pour nous. Le projet COPIC, il s'agit d'une initiative très originale et qui est un peu typique de nos projets existants et nous avons des critères de bancabilité et finançabilité pour cette initiative dans la région subsaharienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions financières qui travaillent dans ce domaine. Et pour investir dans ce domaine, les pays africains prennent aussi l'initiative de mener à bien l'action de l'océan propre. C'est pourquoi nous souhaiterions établir une sorte de structure pour accueillir ces financements.
Donc, l'initiative COPIP consiste à assainir l'océan. Bien sûr, il s'agit notamment de la région subsaharienne, mais au-delà de cette région, donc nous avons la mer commune. Donc, il y a d'autres acteurs qui sont concernés, qui s'impliquent dans cet financement. Donc, il s'agit de la Banque d'investissement d'Espagne, bien Banque d'investissement d'Allemagne, bien d'autres acteurs qui travaillent pour ce financement, donc notamment un partenariat avec l'AFD, KfW et CDP et ICO. Donc, entre la période 2018 et 2025, nous avons atteint 90% d'objectifs. Donc, il s'agit notamment de gestion des déchets solides, gestion des déchets dans les ports, projets innovants en matière plastique, gestion des eaux pluviales, gestion des eaux usées. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, un programme, c'est un programme qui va fournir les assistances techniques pilotées par BUI, notamment les villes côtières de la région subsaharienne. Donc, nous allons financer l'initiative de gestion des déchets parce que les déchets sont fuis dans l'océan. Donc, 1,5 million de tonnes de microplastiques sont déversées chaque année dans les océans. Donc, cela provoque une conséquence néfaste dans la faune et faune dans l'océan. C'est pourquoi donc, nous avons déjà terminé le projet COPIP et nous avons identifié les projets finançables, bancables. Et ce sont des projets qui évitent que les microplastiques entrent dans l'océan. Donc, la durée de projet est d'avril 2020 à décembre 2024. Donc, nous avons des pipelines. Il y a donc 3 piliers et nous avons fait des études de faisabilité pour sélectionner 10 projets. Au début, c'était 20 projets et nous avons sélectionné 10 projets et sur 10 projets, nous avons choisi 6 projets. Et pour entamer l'étude de preuve de concept POF, donc nous avons décidé de financer des projets et nous avons sélectionné donc préalablement 6 projets et après nous avons fait le preuve de concept et en parallèle de l'étude de faisabilité, nous avons 2 projets pilotes et je vais aborder après. Voici l'état de fuite des plastiques dans l'océan, plastiques marins. Alors, vous voyez, donc la gestion n'est pas adéquate dans la région subsaharienne. Vous voyez très bien avec ce plan. Ce qui est plus pénalisable dans la ville de Libreville au Gabon, il y a une débouche de cours d'eau à Libreville et toutes les rivières arrivent le baie de la Libreville et les microplastiques sont entrés dans cette partie dans la mer. Il faudrait stopper cette fuite à Libreville. C'est pourquoi donc nous avons choisi l'endroit et le projet
Bien sûr, au-delà de microplastiques et plastiques, donc il faudrait établir une bonne gestion des déchets dans ces villes et dans la région subsaharienne. Il faudrait aménager le système de gestion des déchets. Juste 1% des déchets sont bien contrôlés et bien gérés. Et la plupart des déchets sont déchargés à ciel ouvert. Donc, on appelle ça décharge à ciel ouvert. 69% des déchets sont jetés sans rien faire. Donc, sans recyclage. Donc, il y a des initiatives officielles et officieuses, mais cela ne permet pas d'éliminer une décharge à ciel ouvert. Donc, le recyclage reste 6,6% et également donc, décharge enfouissement inaérobique, par exemple, n'est pas encore introduite. Et également, donc, contrôle des plastiques n'est pas suffisant. Mais pour la totalité de chaîne de valeur, il faudrait évaluer l'implication de toutes les parties prenantes pour créer bonne gestion de déchets dans la région. Vous voyez ce plan. Donc, nous avons identifié les projets et nous avons créé les projets. D'abord, nous avons préalablement identifié 20 projets et en faisant l'étude de faisabilité, nous avons sélectionné donc 8 projets. Donc, il y a beaucoup de projets dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il y a des projets dans l'Afrique de l'Est, notamment dans Tanzanie. En Tanzanie. Mais nous avons donc finalement choisi 6 projets, 6 régions pour le financement de la part de notre banque. Il s'agit d'abord le projet de Gabon. Donc, et également, donc, nous avons le projet de Tanzanie donc, qui vise à introduire une économie circulaire et Kenya aussi qui vise à introduire l'économie circulaire. Alors, donc, nous avons le projet également au Bénin et en Gambie. Donc, parmi les 20 projets présélectionnés, nous avons finalement choisi 6 projets finançables, susceptibles d'être financés. Voilà, donc nous avons commencé à travailler pour introduire ces projets en coopérant avec les acteurs privés. Et nous avons donc le projet de PPP, partenariat public-privé. Mais acteur principal, c'est l'acteur public. Et premier montant est 20 millions d'euros d'investissement. Et nous finançons également les projets publics. Donc, nous avons fixé le seuil minimum. Mais la situation est très importante et la situation est très critique. Donc, il faudrait financer beaucoup de projets, mais si on finance trop, chaque pays est obligé d'introduire le système. Donc, minimum, c'est 20 millions d'euros. C'est ce seuil minimal que nous avons fixé. Et nous ne pouvons pas financer la totalité de budget nécessaire, la totalité d'investissement nécessaire. Donc, nous identifions les projets et nous n'avons
financer que 50% de financement nécessaire et il faudrait trouver cofinancement au-delà de financement de la BEI. Donc, en ce qui concerne le projet de Mombasa, nous allons coopérer avec la JICA. On compte sur le financement de JICA. Je prends l'exemple de Mombasa. Donc, quels sont les projets, quelles sont les actions prises? Donc, Chiro a déjà présenté, donc avec l'ONU Habitat, nous avons commencé le projet et nous avons déjà mené l'étude de faisabilité. Comme Chiro a présenté, donc nous avons déjà entamé des actions de terrain. Donc, je vais vous montrer le projet de financement. Donc, en fait, déchets est généré 1000 tonnes par jour et il n'y a pas suffisamment d'engins de collecte et le traitement n'est pas adéquat. Il n'y a pas suffisamment de sites de traitement, sites de recyclage et la taille d'atelier est trop petit pour traiter ces déchets d'importants volumes. Et sites de décharge. Dans le site de décharge, il y a 1000 ramasseurs, collecteurs de déchets qui sont en péril de santé. Donc, nous essayons de faire le recyclage, mais le recyclage reste moins de 5% de volume total de déchets générés. Et même si on importe les déchets jusqu'au site de décharge, site de décharge est pollué. Et également la fuite de plastique donne des conséquences néfastes sur l'environnement. Donc, l'environnement sera pollué. Donc, nous avons clos le problème de COPIP. Mais pour concrétiser nos études, il faudrait mener une autre action, par exemple, construire le système de collecte et établir les sites de stockage et de triage. Et également, il faut traiter les matières suivant les natures de matières, soit des matières légères, soit matières lourdes. Donc, il y a des stockages provisoires pour ces matières suivant les natures de matières de déchets. Et nous allons favoriser le recyclage pour créer une économie circulaire et à la fin, nous souhaiterions créer l'emploi avec ce secteur de recyclage. Et également, il y a beaucoup d'ordures ménagères, donc il faudrait faire le compostage, méthanisation des déchets, donc méthanisation directe de déchets vers le gaz méthane. Si on peut introduire ce système, on peut produire le gaz à partir de déchets. Donc, d'abord, il faut avoir la hygiénité de site d'enfouissement, site de décharge. Il faudrait fixer la vie totale de site donc, maximum 20 ans. Et pour cela, il faudrait un financement de 60 millions d'euros, mais il faudrait trouver la moitié de financement par cofinanceur, bailleur de fonds conjoints pour la mise en place de ce projet. Donc, nous allons apporter nos aides. Et également, nous venons de terminer l'étude de faisabilité et nous allons commencer due diligence. Et à partir de
T2, T3 de 2025. Nous allons faire 2 projets de pilote à Mombasa. D'abord, tri à la source. Donc, est-ce qu'on peut faire le tri à la source pour bien sélectionner les déchets? Et également, est-ce que la communauté locale participe à cette action? Oui, donc la communauté locale répond bien à la demande de tri. Et nous avons commencé l'action de compostage. Ça marche bien. Donc, nous avons déjà testé. Et nous sommes confiants de mener à bien cette action de compostage. Également, donc, nous avons entamé le projet pilote de mise en place d'une application pour poster les déchets et ceux qui ont envie de recycler ces déchets. On peut accéder à ce site d'application pour trouver les déchets cherchés. Et au début de l'année dernière, nous pouvons avoir le résultat et on peut réduire le risque d'inondation grâce au taux de collecte. Et cela permet d'adapter le changement climatique et réduire les déchets et favoriser le recyclage des déchets. Également, on peut réduire l'émission de carbone grâce aux énergies renouvelables fabriquées à partir des déchets. Donc, on va profiter de ces ressources. Alors, donc, nous allons passer la production des énergies renouvelables à partir de déchets à la prochaine étape. Et donc, si ce mécanisme est établi, on peut avoir l'océan propre à la fin. Et également, on peut produire les engrais. Et la plage sera un jeu propre avec cette initiative et cela va créer un emploi et cela favorise le tourisme de la région. Si vous voulez plus ample information, j'ai mis mon adresse email. Vous pouvez écrire à mon adresse email si vous voulez bien. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, les projets finançables que les institutions financières internationales cherchent à trouver, la présentation a été consacrée à ce financement par les institutions financières internationales. Merci beaucoup, Madame Joyce Klein. Donc, nous avons écouté 3 présentations et je voulais faire une séance de questions et réponses, mais étant donné que le temps est limité et nous avons dépassé le créneau attribué, donc Madame Joyce quitte le plateau. Donc, merci beaucoup, Madame Joyce, et Madame Junot continue à participer à cette session. Merci. Nous allons passer à la session deuxième partie. Si vous voulez poser la question, envoyez votre question à mon adresse email. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bonjour tout le monde en ligne de l'Afrique. Je suis donc Yumi Kimura, donc département de l'environnement mondial de JICA.
et j'ai le plaisir de présider la deuxième partie de session. La première moitié de la session s'est consacrée aux présentations sur l'état actuel et les défis de la gestion des déchets en Afrique. Et dans la seconde partie de la session sera consacrée sur les initiatives de gestion des déchets dans les États fragiles, approfondira des études de cas de Soudan et de Sud-Soudan. Les ambassades et les représentants du gouvernement sont présents à cette session. Nous espérons que ce séminaire donnera une occasion d'échange d'informations utiles pour tous les pays dans le cadre de discussions qui mèneront à la TICAD 9. Donc, Soudan et Soudan. D'abord, je voudrais inviter M. Masahiro Saito de Yachiyo Engineering de présenter les actions de votre société. Monsieur Saito, vous avez la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Masahiro Saito de l'entreprise Yachiyo Engineering et je suis directeur des projets de coopération technique sur la gestion des déchets solides au Sud-Soudan et au Soudan. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de parler des initiatives JICA dans la gestion des déchets solides dans ces deux pays. Pour commencer, je souhaiterais vous donner quelques éléments globaux de nos activités dans ces deux pays. Ensuite, mon homologue vous donnera quelques détails. La JICA soutient ces programmes de gestion des déchets solides dans ces deux pays depuis 2010. Et notre entreprise Yachiyo Engineering, nous sommes engagés dans différents projets d'assistance aux côtés de la JICA depuis lors. Voici donc un résumé de ma présentation et je souhaiterais discuter des points suivants. L'historique du projet dans ces deux pays, l'histoire de la JICA et de son assistance, sa stratégie et les formations dans pays tiers. Et enfin, les opérations à distance menées sur le projet au Soudan. Vous pouvez voir sur cette diapositive les informations de base du projet dans les deux pays. Notamment, ici, vous pouvez voir donc les informations géographiques de ces deux pays. Donc, le Sud-Soudan est devenu indépendant du Soudan en 2011. C'est le pays le plus jeune du monde. La capitale du Sud-Soudan, c'est Juba, et c'est Khartoum au Soudan. Le Sud-Soudan a 11,2 millions d'habitants, ce qui représente à peu près 10% de la population totale du Japon, et le Soudan a, lui, 48 millions d'habitants, ce qui représente à peu près 40% de la population du Japon. Le PIB nominal par habitant au Sud-Soudan est de 478 $ US, ce qui met le pays au 191e rang sur 193 dans le monde. Au Soudan, le montant se lève à 796 US $, ce qui place le pays à la 181e place. Dans cette diapositive, je vais vous expliquer les mécanismes d'assistance de la JICA par ordre chronologique. En haut, vous pouvez voir le soutien au Sud-Soudan. La JICA donc, a commencé son assistance au Sud-Soudan juste après son indépendance en 2011. De octobre 2011 à octobre 2014, le premier projet de coopération technique a été mis en œuvre à Juba. Cependant, en décembre 2013, la situation en termes de sécurité s'est aggravée à cause du conflit et les experts japonais ont dû quitter le pays. Après cela, le projet a dû être mené à distance. Il y a eu aussi un autre conflit militaire en 2016. La situation particulièrement instable s'est poursuivie jusqu'en 2020 lorsqu'un gouvernement de transition a été formé. La JICA a financé un premier projet en 2021 et un deuxième projet de coopération technique en 2022. Nous espérions qu'un nouveau gouvernement verrait le jour au Sud-Soudan en 2023, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et la situation reste toujours instable. Voici donc pour le Sud-Soudan. Maintenant, je vais vous parler du Soudan. La JICA a fourni son premier don d'assistance à Khartoum
en juin 2013 et ça s'est poursuivi jusqu'en octobre 2016. En parallèle, le premier projet de coopération technique a été mis en œuvre en mars 2014 jusqu'en mars 2017. Et grâce à ces projets de coopération, la gestion des déchets à Khartoum s'est considérablement améliorée. En 2019, le régime de Bassir a pris fin et la situation en termes de sécurité s'est améliorée. JICA a commencé donc un deuxième projet d'aide et de coopération technique pour diffuser les succès de Khartoum dans le reste du pays. Cependant, en avril 2023, la situation en termes de sécurité s'est à nouveau dégradée et le projet est depuis opéré à distance de la même façon qu'au Sud-Soudan. Maintenant, donc, nous travaillons sur ces deux projets dans des situations politiques et financières particulièrement instables. Ici, vous pouvez voir les stratégies de la JICA en matière de gestion des déchets pour améliorer la situation dans les deux pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la JICA fournit un soutien à ces deux pays qui combine aide financière sous forme de dons et coopération technique. La JICA appelle cela une approche programmatique. Dans les pays en développement, nous voyons souvent qu'on manque d'équipement, de savoir-faire et d'expérience. Donc, dans une telle situation, la JICA permet d'obtenir des équipements grâce aux dons ou aux prêts de l'APD et de fournir aussi une assistance technique en termes de formation pour utiliser correctement ces équipements. Pour être plus précis, nous avons donc fourni, la JICA a fourni des véhicules et des véhicules lourds pour les décharges, des ateliers de maintenance également pour eux. Dans le cadre du projet de coopération technique, nous avons aidé à la planification de la collection des déchets, à l'opération des décharges, à la mise en œuvre financière et organisationnelle de la maintenance, à l'amélioration des compétences techniques, notamment en termes de maintenance des équipements. Nous travaillons donc avec la JICA pour créer un système de gestion des déchets durables. Dans ce projet de coopération technique, nous avons décidé d'adopter des formations en pays tiers, puisque c'est plus facile d'apprendre en voyant les choses sur le terrain. Au début du projet, dans les deux pays, nous avons décidé de sélectionner le Bangladesh comme pays tiers pour les formations, car le Bangladesh est un pays qui a réussi de manière remarquable à intégrer l'approche programmatique de la JICA. Au Bangladesh, le taux de collecte des déchets était de 40% avant le projet JICA et maintenant il est de 85%. En outre, les décharges à ciel ouvert ont été, dans l'immense majorité des cas, améliorées et maintenant nous avons donc des décharges labellisées, contrôlées. Les participants donc ont appris l'histoire du Bangladesh, de sa gestion de déchets, le soutien de la JICA. Et avant la formation, les participants des deux pays pensaient que la gestion des déchets pouvait être améliorée grâce juste aux équipements fournis. Mais nous voulions qu'ils apprennent l'importance des autres sujets hors équipement, comme par exemple la sensibilisation du public, la création de relations avec les communautés, la maintenance des équipements. Et après la formation, nos homologues donc ont eu des réunions et des inspections de terrain avec leurs formateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au Soudan, les experts japonais ne peuvent plus entrer sur le territoire depuis 2023 à cause du conflit. Les coûts opérationnels pour la collecte de déchets et les véhicules qui ont été fournis devaient être à l'origine couvertes par une collecte de charges, donc de coûts. Mais le Sud-Soudan a réussi au début à collecter les coûts liés à la gestion des déchets. Donc nous avons utilisé le Sud-Soudan comme un pays tiers. Cette formation incluait des cours sur la façon de collecter le coût, donc les charges de l'utilisateur pour les déchets, les réunions avec les communautés. Et après cela, donc,
les Soudanais sont revenus dans leur pays, ils ont commencé un projet pilote, notamment sur la collecte des charges utilisateurs, et cela a considérablement amélioré la situation. Un autre exemple de soutien mutuel, donc, les homologues du Soudan fournissent des instructions à leurs homologues du Sud-Soudan sur la façon d'évaluer la quantité de déchets dans un projet de la JICA qui a été mené en 2016. Donc, je suis très heureux de voir que ces deux pays s'améliorent les uns les autres et se soutiennent les uns les autres pour améliorer leur système de gestion des déchets. Enfin, je vais vous expliquer comment nous opérons à distance ces programmes. Malheureusement, donc, ces deux pays, comme je vous l'ai dit, sont dans des situations très instables et nous devons donc mener et gérer ce projet à distance. Après le conflit de 2023 au Soudan, nous sommes passés en gestion en distanciel, avec l'organigramme que vous pouvez voir sur la diapositive. Pour cette gestion en distanciel, le plus important, c'est de créer des bonnes relations avec les homologues, les experts japonais, les experts locaux, afin de communiquer autant que possible pour créer des liens stables et solides. Nous avons deux types de réunions en distanciel. Premier type, c'est notre réunion hebdomadaire qui inclut les managers, donc, de notre projet et le personnel national. Et durant cette réunion, on regarde les projets, les rapports mis à jour donc de la semaine, et nous donnons des instructions pour la semaine suivante. S'il y a des problèmes, le project manager va fournir donc des instructions. Pour les actions de terrain, le personnel donc local, national, donc donne des instructions directement à leurs homologues en arabe. Nous communiquons ainsi avec le personnel sur place à travers une application qui s'appelle WhatsApp. Et c'est très important de fournir des formations et de maintenir cette relation avec nos homologues sur place. La deuxième type de réunion en ligne, c'est une réunion mensuelle avec le manager de projet et le directeur de chaque entreprise publique, donc de nettoyage et de récolte de déchets, et le personnel de terrain. Ici, s'il y a un problème, le directeur donc peut donner des instructions à ses propres employés. Cependant, c'est plus facile de mener ces opérations en distanciel en combinaison avec des activités en présentiel, notamment dans des pays tiers, au Bangladesh, comme je l'ai expliqué. Je souhaiterais donc remercier l'ensemble de nos homologues qui ont permis donc d'améliorer grandement la situation en termes de niveau de santé dans les pays où ils opèrent. Merci encore à eux. Merci beaucoup, M. Saito. Saito a présenté les projets donc, menés au Soudan du Sud et Soudan, malgré le conflit et malgré la situation difficile. Et nous avons appris comment on peut mener des actions dans un pays difficile. Ensuite, Madame Lopia Lubin-David, directrice adjointe du département de la santé publique, Vlog Unuki, conseil municipal de Juba, Soudan du Sud, parla de la situation actuelle des pays. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Lopia Lubang-David. Je suis vice-directeur donc du service public de la santé du conseil de la ville de Juba. Je souhaiterais tout d'abord remercier la JICA et le secrétariat de projet JCCI pour l'occasion de qui m'est donnée aujourd'hui de parler devant vous. Diapo suivante. Je vais vous parler donc du résumé de ma présentation. J'ai trois parties dans ma présentation. Tout d'abord, le projet technique de la ville de Juba, ensuite le projet d'assistance financière et enfin le projet
de coopération technique pour collecter les charges d'utilisateurs. Sur cette diapo, vous pouvez voir donc des exemples de coopération et d'assistance. Tout d'abord, nous avons le type d'assistance ici, c'est un projet de coopération technique. L'objectif, c'est d'améliorer la gestion des déchets solides à Juba et le projet est évidemment de rendre la ville plus propre. Dans cette diapositive, je vais vous expliquer la zone géographique du projet. Première zone générale, c'est la ville de Juba, donc, qui est la capitale du Sud-Soudan. Et puis, vous avez 3 blocs à l'intérieur. Le bloc de Kator, de Juba et de Mounouki. Et les sites de décharge labellisés de Juba sont localisés dans le bloc de Juba. Nous avons donc 2 types d'activités, une activité donc à destination des foyers et une activité à destination des activités commerciales. Donc, l'organisme responsable n'est pas le même dans les 2 cas, puisque c'est le conseil de quartier qui s'occupe des foyers, mais c'est au niveau du bloc qu'on gère les déchets commerciaux. Nous avons également un véhicule de maintenance et le site de décharge labellisé, donc, qui est géré directement par la ville de Juba. Diapo suivante. Dans cette diapo, je vais vous parler des résultats de ce projet. Nous avons 5 résultats. Premier résultat, donc c'est que nous avons pu partager avec l'ensemble des parties prenantes les problématiques. Et ça, c'était le conseil de la municipalité de Juba qui était responsable de cette première étape, de ce premier résultat. Ensuite, deuxième résultat, nous avons pu trouver un site de déchargement final et nous avons pu l'améliorer. Ça a été une très bonne chose. Ensuite, troisième point, nous avons pu collecter des charges d'utilisation. Et ce système de collecte de déchets a été considérablement amélioré. Là, c'était les blocs qui étaient responsables pour ce point-là, point numéro 3. Point numéro 4, nous avons pu améliorer les services de collecte pour les résidents de déchets. Et enfin, point numéro 5, nous avons pu renforcer l'organisation et le financement des organisations responsables. Et ça, c'était le conseil de la ville de Juba qui était responsable. Sur cette diapo, vous avez la chronologie du projet. Donc, c'est un projet qui a duré 4 ans, qui dure 4 ans. Donc, nous avons commencé en août 2022 avec la phase de conception, puis en juin 2023, la phase de mise en œuvre. Et nous sommes actuellement à la phase 3, mise en œuvre et suivi. Donc, juillet 2024, juin 2026. Dans cette diapositive, vous avez donc les équipements qui ont été fournis grâce à l'assistance financière de la JICA. Nous avons eu 2 ans donc, de projet sur l'équipement, 2024-2025. En 2024, nous avons reçu l'immense majorité des équipements. Nous avons donc eu des 15 compacteurs, des camions bennes, ainsi que des chargeurs à roues, des bulldozers. Et ceux-là, ils seront fournis en 2025. Next slide. Diapo suivante. Dans cette diapositive, vous avez la cartographie du projet pilote de collecte des charges de déchets. Juba City Council has got a number of blocks.
quota councils. Donc voilà, vous avez un certain nombre de blocs, 14 dans le bloc de Juba, 24 sous-blocs dans le bloc de Munuki, 19 dans celui de 14. Et donc vous avez pour chaque sous-bloc une gestion de cette collecte des charges, donc des déchets. In Munuki block, we have 24 quota councils. Donc nous avons donc les pourcentages ici, 50% dans le bloc de Juba, 25 à Munuki et 47% des blocs de 14 sont actuellement capables de collecter les charges de déchets auprès donc des utilisateurs. Next slide, please. Diapo suivante. Ici, vous pouvez voir. This is one of the most important waste flow. Un des diagrammes de flux le plus important de ma présentation, puisque c'est la façon dont le Conseil de Juba a travaillé avec l'équipe de la JICA pour concevoir le projet pilote de collecte des charges utilisateurs. Nous avons 8 étapes. Première étape, nous devons sélectionner une zone et un directeur de bloc. Ensuite, il faut préparer et expliquer le projet, distribuer les brochures aux résidents par numéro de lot. Ensuite, sur la base de la cartographie de maths et des brochures distribuées, nous expliquons le projet aux résidents. Puis, on commence la collecte des déchets, on commence la collecte des charges sur la base d'une table de gestion et enfin, nous gérons les nouveaux revenus et les dépenses de façon puisque le bloc est l'unité de gestion, de collecte. Et donc, nous avons donc des rapports au niveau des zones de collecte. Et cette collecte, donc des charges d'utilisateurs, est gérée, c'est ce qui nous permet donc de créer un flux durable. Ici, vous avez des outils utiles pour mettre en œuvre la collecte des charges auprès des utilisateurs. Et ça, c'est un de nos outils les plus utiles. Vous pouvez voir donc nous avons un jour de sensibilisation du public. Et nous sélectionnons des écoles, des collèges, et nous organisons un concours avec une remise de prix. Et il y a le maire qui fait un discours. Nous distribuons des brochures décrivant le projet et l'importance de la gestion des déchets. Autre effort important que nous avons mené, c'est la sensibilisation du public à travers des programmes radio et des journaux. Et il y avait également un projet Facebook qui permettait d'avoir accès aux informations. Next slide, please. Ça, c'est très important aussi. C'est l'analyse des revenus et des dépenses à novembre 2024. Donc, vous avez ici
une analyse des flux entrants et sortants. Où est-ce qu'on a plus de revenus? Où est-ce qu'on a plus de dépenses? En fonction donc des blocs. Et donc, si on fait une moyenne, on a compris que nous avions, dans 55% des cas, des revenus plus importants que les dépenses. Et donc, c'est une bonne chose. Et on va continuer à développer cet élément positif sur l'ensemble de la chaîne. Diapo suivante. Dans cette diapositive, vous pouvez voir dans un des quelques exemples de blocs qui ont fait partie des projets pilotes. Et moi, je viens du bloc Munuki, donc j'ai choisi le bloc Munuki avec des sous-blocs. Et donc, vous pouvez voir le détail des revenus et des dépenses durant le mois de novembre, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Diapo suivante. Ici, vous pouvez voir le tableau de gestion des charges de collecte d'utilisateurs. Et ça, c'est très important, puisqu'on a ce tableau qui est organisé par lot géographique. Et vous avez donc en haut les lots urbains et en bas le nom des utilisateurs. Donc, on fait en sorte que chaque lot, si par exemple nous avons 3 foyers dans un lot, eh bien, il faut que chaque foyer paye différemment. Et donc, nous mettons les contacts dans le tableau en dessous et nous relions les informations à la cartographie des lots. De façon à ce que les informations soient fiables. Et donc, on sait si quelqu'un ne paye pas et on peut gérer la situation. Voici un exemple de brochure que nous avons distribué à tous les foyers dans le projet Panapana. Et donc, vous avez la zone, le calendrier, le montant des charges, la méthodologie de collecte. Est-ce que on va collecter à telle date, toujours à la même date, ou bien est-ce que c'est le jour de la semaine, etc. Ici, vous avez une analyse comparative parmi les collectes de déchets entre décembre 2020 et décembre 2024. Donc en 2020, notre pourcentage de collecte de déchets était de 13,4%. Et on a vu qu'en 2024, nous étions à 34% de collecte de déchets. Et ça, c'est grâce aux résultats du projet que nous avons mis en œuvre avec la JICA. Et nous pensons que ce pourcentage va continuer à augmenter en 2025. Diapo suivante. Voilà, je souhaiterais vous remercier du fond du cœur. Merci à la JICA, merci au programme JCCI pour nous avoir assistés et aidés pour tous. Voilà, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, Monsieur Lopia. Donc, pour terminer, de la part de Soudan, Monsieur Gossaï Ahmed, chef de département de gestion des déchets, Conseil supérieur pour l'environnement et des ressources de Soudan, fera une présentation. Vous avez la parole. Thank you. Merci. Assalamu alaikum. Hello, everybody. Bonjour à tous. My name is
Je m'appelle Gossaï Ahmed de Soudan. Je travaille au sein du Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles en tant que directeur du département de gestion des déchets. Je suis heureux de participer à cet événement important et je voudrais remercier la JICA pour son soutien continu à mon pays dans différents secteurs, en particulier le secteur de la gestion des déchets, et même si la situation sécuritaire n'est pas stable au Soudan en raison de la guerre, et la JICA n'a pas cessé de soutien. Je présenterai notre expérience sur la collecte des déchets au Soudan dirigée par la communauté dans le cadre du projet Ville propre au Soudan de la JICA. La diapo suivante. Ma présentation comprend 3 thèmes. À commencer, d'abord, aperçu du projet Ville propre au Soudan, projet de coopération technique. Et ensuite, objectif de la coopération technique et les objectifs finaux de notre projet et la gestion de capacité de créer la ville propre. Ensuite, voici la zone de projet qui inclut 3 États, État de Khartoum et État de Kordofan du Nord, État de la mer Rouge. Diapo suivante. Également, nous avons des résultats réalisés, 5 résultats. Chaque résultat a été réalisé dans les États sur le renforcement des capacités de gestion des déchets. Premièrement, la zone ciblée doit être jugée pour faire un état des lieux. C'est notre conseil qui prend l'initiative. Ensuite, dans chaque région, donc, les gouvernements de chaque État est responsable de la gestion des déchets. Et dans la coopération avec le Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, et chaque État coopère. Donc, la durée de projet est de 4 ans, donc de avril 2021 jusqu'à avril 2025. Et nous avons passé 3 étapes et nous sommes arrivés à la 3e étape, 3e phase de mise en œuvre et de suivi. Et ensuite, deuxièmement, donc vous voyez le projet de don. Nous avons reçu comme don les engins nécessaires et l'équipement nécessaire, d'abord donc engin de collecte, ou bien donc engin pour élimination et d'enfouissement dans la région de Khartoum et également la mer Rouge et Kordofan du Nord. Ce sont des 3 régions concernées, mais dans la région de Kordofan du Nord, la situation sécuritaire n'était pas adéquate pour accueillir ces engins. C'est pourquoi la livraison a été repoussée. Donc, un des sujets de ma présentation, c'est de l'initiative de collecte des déchets dirigée par la communauté. Donc, il s'agit
de projets pilotes dans le Kordofan du Nord et également donc nous percevons les redevances pour collecter les déchets. Et chez ICANN, donc 8 engins sont en service pour collecter les déchets et également collecter les déchets industriels et également déchets commerciaux sont collectés. La diapo suivante. Okay. So here is Voilà. our sector. We have 120. Voilà. Sorry. Pardonnez-moi. The slide before this. Je voudrais revenir une diapositive en avant. So this part is already explained by my brother from South Sudan. It is same procedure for the pilot project. Donc, nous avons déjà écouté l'explication de Soudan du Sud et nous avons fait le projet de pilote également, donc à Shekan. Donc, 120 sections que nous avons divisées sur cette surface et le projet pilote est mené sur 12 sections parmi ces nombreuses sections. Donc, vous voyez la zone de pilote qui sont colorées en jaune et le périmètre est circulé, périmètre est couvert par la ligne rouge. Next slide. Yeah, this is already explained by my brother from South Sudan. Donc, voici nos confrères qui nous ont donné des informations pour nous former. Donc, partage des connaissances locales, c'était un projet très important pour nous en matière de gestion des déchets. Pour mener à bien nos projets, il est indispensable d'avoir des expertises et des savoir-faire de la part du Soudan du Sud. Donc, nous partageons donc nos expériences au Soudan du Sud et vice-versa. Et nous avons partagé les expériences parce que Soudan du Sud est précurseur de ce projet de coopération technique. Donc, par exemple, au niveau de perception de redevances chez les utilisateurs, nous avons appris la méthodologie de perception et de collecte des redevances. Next slide. La diapositive suivante. Here also one of the good example of knowledge sharing. Voici un bon exemple de vous présenter donc le partage d'expérience, d'expertise entre les acteurs de Soudan et les gens de Bangladesh. Donc vous pouvez revenir le slide précédent. Okay, here also our visit to Bangladesh to get Vous voyez la photo qui présente la formation organisée à Bangladesh et nous avons partagé les expériences et les expertises avec les gens de Bangladesh. Yes. Sorry for that. I don't know what happened, but this is also exchange. Pardon, c'était la photo de Soudan, excusez-moi, donc il ne s'agit pas de Bangladesh, c'était 2016 au Soudan du Sud et également donc 2017, il s'agit des photos de partage d'expérience avec Soudan du Sud, pardon. Yes. Yeah, as I said, this is also our visit and training. Oui, comme je viens de parler, projet de JICA a été introduit également au Bangladesh. C'est pourquoi nous sommes rendus au Bangladesh et nous avons accueilli la visite des gens de Bangladesh.
et pour implémenter ces expériences, ces méthodologies. Donc, nous essayons de coopérer et établir un bon lien avec les gens de Bangladesh. Ce qui est important, c'est la communauté s'implique dans la gestion des déchets. Et dans le cadre de projets pilotes de Soudan, donc nous avons commencé à percevoir les redevances auprès des habitants, auprès de la communauté. Comment ça se passe? Please go to the 16 slide. Sur le 16e diapositive, c'est le suivant, la suivante, numéro 16. Oui, donc nous avons le projet de pilote de perception des frais de collecte. Il s'agit de la communauté de Sheikhan, de projets pilotes que nous avons perçu les redevances. Et voici le schéma qui représente le résultat de collecte. Et voici une sorte de la perception de redevances d'utilisation à Sheikhan. Donc, nous n'avons pas encore à ce moment les engins de dons. C'est pourquoi nous avons loué les engins, les camions, et nous avons fait le bilan avec cette situation. Donc, à partir du moment où nous aurons des engins, la solde sera différente, donc avec les engins donnés. Yes. So the result of the pilot project is voilà. Donc voilà le résultat de projet pilote. Vous voyez le volume des déchets collectés et le taux de collecte est resté 10,3% en avant de projet et donc ce chiffre est passé à 18,0% et nous allons atteindre donc 75% au final. So I think this is all about my explanation about our project in Sudan. Thank you very much. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Gosai, pour cette présentation. Nous avons eu donc une présentation sur le Soudan et sur le Sud-Soudan qui, dans une situation sécuritaire difficile, parviennent à mettre en œuvre des projets de gestion des déchets. Merci beaucoup. Nous avons malheureusement peu de temps et nous n'allons pas pouvoir prendre de questions. Si vous avez des questions, merci de nous envoyer un mail ou d'utiliser la chatbox online pour nous fournir vos questions et nous vous répondrons individuellement. Merci à l'ensemble des participants et des intervenants. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Nous clôturons ainsi cette séance. Nous avons maintenant une séance de synthèse. Nous avons déjà dépassé la limite, mais nous allons prendre une pause de 5 minutes avant de reprendre. Donc nous commençons la séance de synthèse à 17h10. Merci de revenir à 17h10.